Aujourd'hui, je vais réagir à l'incroyable collection de montres de Yomi Denzel. Il a intitulé sa vidéo « J'ai acheté une montre à 1 euro et une montre à 350 000 euros, entre parenthèses pour comparer ». Et bizarrement, une montre à 350K me paraît plus probable qu'une montre à 1 euro. Alors on va analyser ça ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de montres dans son intégralité. On va passer en revue 17 montres différentes en commençant par une montre que j'ai achetée il y a plus de 10 ans et qui aujourd'hui ne vaut plus que quelques euros pour finir par la toute dernière montre que j'ai ajoutée à ma. Bon, on remarque directement que la toute dernière, c'est une Richard Mille, de par l'image floutée et sur le sac, j'ai cru voir qui est écrit Richard Mille. Donc, on est d'accord, les 350 000 euros, c'est possible. La première, là, ça a l'air d'être une Casio. 1 euro, pas sûr, vraiment pas sûr. Collection qui est d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Prix précis. Alors je dois vous avouer que je regarde pas du tout les prix de mes montres au jour le jour, mais on va essayer ensemble de faire une approximation du prix de chaque montre vu que je sais que ça vous intéresse. Évidemment que ça nous intéresse. Nous, on veut les prix des montres. Surtout que là, c'est une collection d'un mec qui est millionnaire, multimillionnaire. Donc ouais, on s'attend à de la belle pièce. Là, on commence avec une Casio. C'est très sympa. Casio, c'est un classique. On a tous connu quelqu'un ou on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a une Casio, que ce soit les modèles vintage. À l'ancienne, il y avait pas mal de personnes qui possédaient des vintage. Et maintenant, il y a une nouvelle mode un petit peu des G-Shock. On voit des G-Shock partout, des collabs avec Joule. Comme ça c'est tombé du ciel. G-Shock qui collab avec Joule, pourquoi pas? Donc on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a une Casio. C'est une très bonne montre, enfin c'est une très bonne marque en général, mais marque de montre aussi, pour des montres pas trop chères, robustes, qui vont tenir dans le temps. Franchement, c'est top. Casio, je peux que valider. Bon, c'est pas le truc qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, mais celle-ci. Pourquoi pas. C'est une Casio et je l'ai achetée quand je suis allé à l'armée pour la première fois. En Suisse, l'armée est obligatoire et j'ai décidé de m'engager dans les grenadiers. Donc c'est un équivalent des forces spéciales de l'armée suisse et on avait besoin du coup d'une petite montre qu'on gardait toujours au poignet pour mesurer et surtout chronométrer en fait le temps qu'on mettait à faire certaines choses, certaines courses, certains rechargements ou exercices de combat. Et puis cette montre, je crois que je l'ai achetée 5-6 fois. Vu qu'à chaque fois je la cassais pendant les exercices. C'est une montre qui vaut quelques dizaines d'euros et aujourd'hui je pense que je peux même pas la revendre. Si je la revends, c'est pour quelques euros maximum. Donc c'est une montre à pile, c'est pas une montre automatique comme presque. Plus précisément, une montre à quartz. Mais bon, il fait bien de dire pile, mais en gros, ouais, montre à pile, c'est une montre à quartz. C'est toutes les montres que j'ai dans ma collection. Et du coup, il y a un petit écran dessus et on peut, ici, en appuyant sur le bouton, changer et utiliser différentes fonctionnalités. Celle que j'utilisais le plus, c'était justement cette fonction chrono. Ici, on lance un chrono. Et ouais, il y a des complications dans les montres à quartz, dans les Casio, c'est incroyable. Et fallait faire très attention d'être à l'heure et de ne pas dépasser les limites de temps, sinon on se faisait engueuler par le sergent. Donc voilà pour la toute première montre. Soyez à l'heure les mecs, c'est très important. Il n'y a rien de plus chiant que de ne pas être à l'heure, enfin d'attendre quelqu'un qui n'est pas à l'heure. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'horlogerie, mais soyez à l'heure s'il vous plaît. Vous prenez pour la SNCF ou quoi là, ça va plus. Là. Une montre qui ne vaut rien, mais a une valeur sentimentale Okay, parce qu'elle me rappelle €. énormément de choses, énormément de souvenirs de mon temps dans l'armée en Suisse. Donc vous pouvez voir. Ça c'est cool, vous voyez, y a une... On y vient, on plonge directement dans la valeur sentimentale que peut avoir une montre. Là, il nous explique que c'est des souvenirs de l'armée, donc c'est une montre qu'il va garder. Moi, c'est pareil, les montres que j'ai, ça me rappelle des souvenirs, des époques, des moments de ma vie, des trucs, voilà. Et en gros, ouais, c'est au-delà de la valeur, vous voyez que il a une montre à 323 000 euros et quelques à la fin, mais il garde quand même sa petite Casio parce qu'il y a plein de souvenirs qui s'y sont accumulés, qui s'y sont accrochés. Et c'est pour ça qu'on aime l'horlogerie. C'est un garde-temps, c'est pas pour rien. C'est un garde-temps, c'est pas pour rien. Ça garde les histoires. Le porteur d'une montre, il écrit une histoire sur celle-ci. Et au-delà de la valeur, c'est ça que je trouve magnifique. J'en ai déjà parlé un petit peu dans la FAQ qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais bon, c'est un petit peu ma vision de l'horlogerie, même si c'est quand même très intéressant d'avoir des pièces qui valent un certain montant d'argent, parce qu'on rentre dans de l'horlogerie un petit peu plus exclusive, où on n'a pas tous accès. Donc c'est pour ça que je pense que cette vidéo va être très intéressante. On va voir pas mal de modèles
très intéressant encore une fois. J'ai déjà vu pas mal de modèles à son poignet. Donc je pense qu'on aura aussi une bonne part d'histoire à raconter. Je vais essayer de vous raconter un petit peu les histoires de chacun des modèles, qu'on va voir une Royal Oak, des trucs comme ça c'est à peu près sûr. Donc ouais, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur l'histoire de tous ces modèles un peu emblématiques que tous les riches, même si c'est un terme en France noté péjorativement, que tous les riches aiment s'acheter. Que mes montres sont réparties dans 2 boîtes différentes. Ça, c'est donc la première boîte à montres classique. J'ai 10 montres à l'intérieur. Ensuite, ici, on a une boîte Rimowa que j'ai fait customiser de On voit quand même que la Casio, elle n'a pas sa place dans dans la boîte. base. Cette boîte, c'était en fait une boîte à champagne. Oui, ça existe. Les personnes qui utilisent justement ce genre de boîte pour transporter une bonne bouteille de vin ou une bonne bouteille de champagne. Logique. En fait, je l'ai prise, je l'ai fait customiser. Et à l'intérieur, j'ai mis une partie. C'est vrai que Rimowa, c'est la marque de la boîte là, c'est la marque aussi des valises un peu luxueuses, qui ont le même design que ça, qui sont très solides apparemment. J'en ai pas, je peux pas vous confirmer, mais apparemment c'est très très solide. Donc ouais, c'est plutôt smart de mettre ces montres De là-dedans. ma collection. Et finalement, on a la dernière boîte de chez Richard Mille, ma toute dernière montre que je n'ai pas encore déballée. J'ai vraiment envie de la découvrir avec On vous. va avoir le droit à un aujourd'hui. unboxing en live. Alors, Ah bah oui, bah évidemment, évidemment. Attendez, avec vous. je retourne en arrière. Alors, Ok, là on met pause. Bah écoutez, ça me surprend un petit peu de voir une Moonswatch, la collaboration. Bon, il y en a qui disent Omega X Swatch, il y en a qui disent non, faut dire Swatch X Omega parce que c'est une collaboration Swatch avec Omega. Bref, on s'en fout, c'est une Omega X Swatch Moonswatch. Ici, il me semble que c'est la mission to Uranus. Bon, ça c'est une montre assez connue, même très 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 connue, qui s'est arrachée. Je vous remettrai une image des queues monumentales qu'il y a eu devant les boutiques Swatch lors de la sortie de cette montre. Il y en a encore d'ailleurs qui se l'arrachent. Je vous rappelle juste que ce n'est pas une édition limitée, c'est juste qu'elles arrivent au compte-gouttes, donc c'est un peu difficile de les avoir parce qu'il y a une demande énorme. Juste rapidement, c'est une montre qui va reprendre le design de la célèbre Speedmaster, première montre à être allée sur la Lune durant la mission Apollo 11 en 1969 au poignet de Buzz Aldrin, le coéquipier de Neil Armstrong. Parce que Neil Armstrong avait dû laisser sa Moonswatch dans le vaisseau, parce qu'il me semble qu'il y avait une panne d'une horloge ou un truc comme ça. Bref, je ne vais pas vous refaire toute cette histoire. C'est une montre assez sympa. montre numéro 2, c'est une montre rouge et blanche. Petite montre. Elle est vraiment cool, Ouais, vraiment c'est ça, sympa. mission C'était un cadeau Uranus. de la part d'Iman Gadi, que vous connaissez peut-être, qui fait des vidéos sur YouTube. Ça, c'est sympa. Ça, c'est très sympa. Petit cadeau de Iman Gadi. Franchement, c'est Très sympa je de dis sa pas part, non, en tout cas. que je garde dans la collection. La deuxième petite montre un petit peu insolite que j'ai, c'est cette fois une Swatch, aussi une montre en Swatch X Goku. Ok. plastique, aussi un cadeau de la part d'Oussama cette fois, qui me l'a offert dans le podcast sans permission. Peut-être que certains... Ouais, c'est des cadeaux, ça a de la valeur donc sentimentale, mais je sais pas vous, mais personnellement je la trouve juste horrible cette montre. Elle n'est pas belle du tout. Mais après, chacun ses goûts pour les passionnés de Goku. Moi, je vous avoue que je suis pas du tout consommateur de manga, mais pour les passionnés, peut-être que c'est stylé pour vous. En tout cas, moi, d'un œil purement j'aime l'horlogerie, je suis passionné d'horlogerie, je la trouve vraiment pas jolie, mais pourquoi pas, il en Longue faut vue. pour tout le monde. Donc voilà, un petit easter egg aussi que j'aime bien garder dans ma collection. Oh non! Non! Yomi! Non, pas toi! Pas maintenant! Yomi, t'es suisse, tu l'as dit en intro! Pourquoi? Pourquoi une Gucci? Non, non, là je suis pas d'accord. Bon, c'est vrai que si on sort un petit peu du côté passionné d'horlogerie, en vrai, elle est pas si moche que ça. Non, franchement, je dirais même qu'elle est assez jolie, le cadran un petit peu bleu turquoise, bleu Tiffany, qui est très à la mode en ce moment. Même la lunette avec des petits effets, petits bracelets cuir. Juste le logo Gucci, il vient gâcher un peu le truc. Même, c'est quoi? C'est la trotteuse. Ouais, la trotteuse avec le petit logo Gucci qui vient aussi gâcher un peu le truc. Mais on va dire que c'est pas la pire. À côté d'une diesel, on est bien d'accord que ça, c'est 100 fois mieux. C'est pas trop tape à l'œil. En vrai, c'est pas trop tape à l'œil. En vrai, elle est plutôt sympa esthétiquement. Mais Yomi, quand même, t'es suisse, l'horlogerie suisse.
Punaise. Non, mais on va écouter, on va voir, peut-être qu'il va se justifier un petit peu, mais ben, je suis pas d'accord, hein. Pour le moment, on a une Goku, une Gucci. Bon, ouais, bref, on va écouter un petit peu ce qu'il a à dire. Ensuite, on a la deuxième montre que j'ai achetée. Ça, c'est une montre Gucci. Donc, c'était On avait vraiment à remarqué. mes tout début dans le business. Quand je commençais à avoir un tout petit peu d'argent, j'avais envie d'avoir une belle montre. J'étais en voyage à Paris pour la première fois et j'ai eu un coup de cœur sur cette montre que je trouvais très originale, très belle. J'ai par la suite eu un petit peu honte parce que en tant que Suisse, Voilà. on est quand même censé acheter des montres suisses et pour le coup, Gucci. Pas que les Suisses, hein, d'ailleurs. N'achetez pas de montre Gucci. Et en vrai, non, hein, pas forcément, hein. C'est pas parce que tu es suisse que tu dois acheter une montre suisse. Tu peux aller vers de l'horlogerie allemande qui est très très bien, qui est incroyable. De l'horlogerie japonaise, évidemment, Grand Seiko. Tout ça. D'ailleurs, j'espère que tu as une Grand Seiko dans ta collection, Yomi. Après, je pense, vu qu'il est suisse, il doit être un petit peu patriote. On va avoir pas mal de marques suisses, de Audemars, Rolex, Patek. Je pense qu'on va tourner un petit peu là-dedans. Donc ça va. Au moins, il réalise qu'il a fait une petite bêtise en achetant une montre Gucci. L'important, c'est d'avouer ses erreurs. Faut avouer à moitié pardonner. J'arrive pas à parler. Faut avouer à moitié pardonner. C'est comme ça qu'on dit. Donc on t'excuse, Yomi. On t'excuse. C'est pas vraiment une marque de montre, c'est pas vraiment une montre suisse, mais je la garde quand même dans ma collection parce que je la trouve très originale et très belle avec On peut cette pas lui espèce enlever. de bleu C'est vrai. turquoise dans le cadran. En termes de prix, cette montre, elle m'avait coûté dans les 1000 euros, mais aujourd'hui, elle doit valoir quelques centaines d'euros. Les deux montres précédentes, je les estime pas vu que c'est des cadeaux. Je sais pas combien ça coûte et j'ai pas envie de savoir. Ça, je valide. Ok. Oh, on y vient, on y vient. Au premier abord, c'est une Datejust, évidemment, Rolex Datejust. On dirait du 41, je dirais que c'est la 126-323, enfin la référence 126-323. Ouais, très sympa, Rolex Biton, donc or acier, cadran blanc. Ouais, franchement, très très sympa. La Datejust, c'est un peu un classique. J'ai l'impression que c'est aussi et beaucoup la montre du nouveau riche. Je dis ça de manière pas du tout péjorative, mais c'est vrai que lorsqu'on a atteint un certain stade financier dans sa vie, on a envie de s'intéresser à l'horlogerie. Vous ne me dites pas le contraire, il y a énormément de personnes qui font ça, c'est normal. Donc quand on commence à bien gagner sa vie, en général, on va chez Rolex et on se dit je veux une Rolex. Celle-ci, bah, c'est un modèle incroyable, c'est un modèle mythique. La Datejust a été introduite en 1945 pour célébrer le 40e anniversaire de Rolex. Ça a été la première montre bracelet chronomètre à afficher la date dans une fenêtre sur le cadran. C'est une fonctionnalité qui peut paraître assez courante aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment une fonctionnalité révolutionnaire. Et il me semble que la Datejust a été la première montre à inaugurer le fameux bracelet jubilé qu'on voit juste ici. Une autre innovation qui apparaît sur cette montre, c'est le cyclope. Donc le cyclope, c'est la petite loupe là que vous voyez au niveau de la date. Ça a été introduit en 1954, c'est une lentille grossissante placée au-dessus de la fenêtre pour améliorer la lisibilité de la date. Ça a été pas mal repris ensuite, donc ouais, c'est très sympa. On va retourner un petit peu à l'explication de Yomi qui va nous parler un petit peu de cette montre. Cinquième montre, ma première Rolex, une Rolex Datejust bicolore, donc en acier et en or jaune, avec la lunette cannelée ici, vous voyez les petits traits ici. Donc c'est très mythique de chez Rolex, ça aussi. Cannelée. Il y a un bracelet aussi repris, jubilé, donc évidemment. c'est ce bracelet comme ça. Bracelet jubilé, ouais. Donc à ne pas confondre avec le bracelet président. Bon, c'est assez simple à les reconnaître. Le jubilé, on voit qu'il y a 5 mailles. Le bracelet président, il n'y en a que 3. Mais, petite anecdote, il a existé des Datejust, donc ce modèle de montre monté sur bracelet président. De mémoire, normalement, c'est des Lady Datejust, donc des Datejust au petit diamètre en matériaux précieux. Parce que vous voyez, même moi je mélange. Parce que le bracelet président, il est fait seulement en matériaux précieux. Donc il y a eu des Datejust, des Lady Datejust avec des boîtiers en or, avec des bracelets président. Je trouve une combinaison vraiment parfaite. J'adore cette montre. Elle représente beaucoup pour moi parce que cette montre, en fait, je l'avais vue quand j'étais adolescent. Je me baladais dans la rue et je regarde dans une vitrine. Je vois cette montre, je la trouve incroyable. Je baisse les yeux, je vois le prix et je me dis que je pourrais m'acheter cette montre que dans plus d'une dizaine d'années. Et à ce moment-là, je me dis que le jour où je gagnerais 100 000 euros par an, quelque chose comme ça, je m'achèterais cette montre. Et en fait, je pensais que ça allait prendre énormément
énormément de temps et au final, quelques années plus tard, grâce à mes business en ligne, j'avais dépassé les 100 000 euros de bénéfices annuels. Et donc, je suis allé acheter cette montre. J'ai fait une de mes premières vidéos YouTube là-dessus. Je l'avais filmée et c'était vraiment un moment et une période incroyable pour moi. Donc, à chaque fois que je regarde cette montre, je suis un petit peu nostalgique et j'ai envie de ne jamais la vendre, la garder et probablement la donner à un de mes enfants quand il l'aura mérité. Ok, ça, je trouve ça vraiment incroyable. Le message derrière une montre, encore une fois, on y revient. Ici, c'est vraiment très symbolique. On comprend que cette Datejust compte beaucoup pour Yomi. Au-delà du côté financier, c'est beaucoup plus le côté sentimental. Et je me reconnais pas mal là-dedans. Bon, pas à ce niveau, mais moi-même, j'ai acheté une montre qui a été un petit peu, je sais pas, le sort de passage mental, financier, etc. De me dire, ok, j'ai bien fait de changer de voie dans ma vie, de revenir sur un chemin qui m'intéresse beaucoup plus et que ça marche un petit peu. Je l'ai juste ici en plus. Je l'ai juste ici, dans la petite pochette Orlo & Co évidemment. Et c'est tout simplement cette Hamilton Jazzmaster qui est ma première montre, entre guillemets, luxe, même si ce n'est pas forcément du luxe, mais première montre à plus de 1000 euros. Donc ça marque vraiment une étape un petit peu dans ma vie aussi. Pas la même étape évidemment que la Datejust, mais c'est une montre aussi que je ne vendrai jamais, dont je ne me séparerai jamais et qui est vraiment… qui a vraiment beaucoup de sens au final, que j'adore encore porter, qui représente beaucoup. C'est aussi ça, l'horlogerie. J'aime bien quand une montre va coordonner avec un événement dans notre vie, que ce soit un anniversaire, un mariage, une réussite professionnelle, une réussite personnelle. Je trouve que ça apporte beaucoup plus de sens à l'objet et ça nous attache en fait à un truc. Bon, c'est vrai que là… on va dire qu'on est super matérialiste, etc. Mais ouais, peut-être. Écoutez, peut-être qu'on est matérialiste, mais en tout cas, j'aime les montres et j'aime tout ce qui va se rapprocher à une montre, toutes les histoires qui peuvent s'en rapprocher et toutes les étapes qu'elles vont représenter tout simplement. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que les montres, c'est un petit peu particulier. Ça a un prix retail, donc un prix en boutique qui est différent du prix du marché, donc le prix auquel on peut vendre ça sur un site de seconde main, etc. Donc, en fait, certaines montres, vous allez les acheter en boutique plus cher que le prix où vous pouvez les revendre sur Internet ou à un bijoutier. Et d'autres montres qui sont très rares, vous allez les acheter en boutique moins cher que le prix auquel vous pouvez les revendre sur le marché secondaire. Et ça, c'est important de le comprendre. Je reçois beaucoup de messages qui me demandent quelle montre je pourrais acheter en tant qu'investissement avec un budget de 300-500 euros. En vrai, ça, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais ça existe quasiment pas. Une montre qui ne vaut pas cher, en général, c'est un investissement, c'est une dépense. Et c'est normal. C'est seulement certains modèles très demandés qui vont prendre en cote, qui sont un petit peu des investissements. Mais si je prends l'exemple de cette Hamilton là, je l'ai acheté à un certain prix en boutique. Au moment où je suis sorti de la boutique, elle avait déjà perdu de l'argent, enfin perdu de la valeur. Et c'est quasiment sûr que cette Hamilton vaut moins cher à la revente que cette Omega, alors que j'ai payé cette Omega moins cher que cette Hamilton. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous êtes passionné d'horlogerie, vous n'allez pas forcément vous diriger vers le côté investissement, surtout pour des petits budgets ou des petits à moyen budget. Ce n'est pas là-dessus que vous allez vous faire de l'argent. Certes, vous allez pouvoir acheter certaines pièces qui vont garder de la valeur, mais pour gagner de l'argent avec des petites pièces, donc faut un petit peu oublier. Ce n'est pas avec une Seiko à 300 balles que vous allez devenir riche. Alors, montre numéro 6 que j'ai acheté environ un an après ma Rolex, peut-être un peu plus. Et là, on passe aux choses très sérieuses. Donc là, on est sur une Audemars Piguet Royal Oak Frosted. Qui dit Frosted dit c'est pas de l'acier, c'est de l'or. Donc ici de l'or blanc. Frosted, ça veut dire que ça a été martelé pour faire un petit peu cet effet brillant, diamant, qui est un petit peu moins tape à l'œil que du full VVS. Bien connu dans le rap game. Je trouve ça vraiment très très sympa. Le Frosted, c'est très sympa. Après, à porter, je sais pas, c'est peut-être un petit peu extravagant. Mais on est là pour l'extravagance aussi. Je dis ça, j'ai une montre toute dorée au poignet.
on aime quand même un petit peu l'extravagance, on va pas se le cacher. Et d'ailleurs, cette Frosted là, enfin cette AP, comme diraient les ricains, elle a un sublime cadran grande tapisserie, donc c'est le cadran avec tous les carrés là, comme a repris un petit peu Tissot sur la PRX. Je trouve ça juste magnifique. C'est ma première Audemars Piguet, ma première montre de collection. Cette montre-là, elle est relativement rare parce qu'elle est frosted. Donc frosted, c'est un type de matériau de chez Audemars Piguet, en fait, où ils vont prendre de l'or. Ouais, Donc là, c'est de l'or blanc en l'occurrence, et ils vont aller le marteler afin de créer des... Parce que l'or, c'est mou. C'est plus mou que de l'acier. Donc, ça va être beaucoup plus simple de marteler de l'or que de l'acier. petites aspérités dans le métal, ce qui va faire que la montre, on a l'impression qu'elle brille, qu'elle est givrée, d'où le nom Frosted. J'ai vraiment adoré cet effet et c'est pour ça que je l'ai acheté il y a quelques années. Je trouvais que c'était justement une montre qui attirait l'attention de par justement les nombreux reflets qu'elle faisait, mais qui n'était pas non plus too much. J'ai jamais acheté de montre avec du diamant parce que je trouve que ça pète trop, j'arrive pas à porter ça. Et justement, ça c'était un... Vous voyez, il parle un petit peu du diamant. Il y a quelque chose à savoir. On voit beaucoup de rappeurs flex avec des montres full diamant, mais il faut savoir qu'en fait, en faisant ça, ils détruisent, si ce n'est pas fait, d'origine en usine, donc si c'est fait en aftermarket, donc une fois que la montre a été vendue, il y a un mec qui va venir, qui va mettre des diamants dessus, là, ça ruine en fait la valeur de la montre. C'est tout simple à comprendre. Si on prend la Joconde et qu'on lui greffe une moustache et un maillot des Lakers, elle perdra énormément de sa valeur. Là, c'est pareil. Si on prend, que ce soit, c'est vrai que là j'ai une Santos qui me vient en tête, si on prend une Cartier Santos, qu'on la met plein de diamants, elle perdra de sa valeur par rapport à une Cartier Santos classique. Je pense que c'est assez intéressant de s'arrêter 2 minutes sur l'histoire, celle-là ça fait 4, de s'arrêter 2 minutes sur l'histoire de la Royal Oak, ce qui a tout simplement commencé à émerger à partir des années 70. Années 70, c'est la crise du quartz. La crise du quartz, c'est quoi? C'est les Japonais qui arrivent avec des montres à piles beaucoup plus précises, beaucoup moins chères que les montres mécaniques suisses, donc ils commencent à prendre énormément de parts de marché. C'est dur à dire. L'horlogerie suisse commence légèrement à dégringoler, à perdre pas mal d'argent. Il faut donc trouver une petite solution. Donc en 1971, ils n'ont pas trop perdu de temps. Audemars Piguet s'est dit, faut qu'on trouve quelque chose de nouveau qui va redonner vie un petit peu au marché horloger suisse luxueux. Donc vraiment quelque chose qui va casser les codes qu'on connaissait auparavant. Et c'est là que l'idée de la Royal Oak commence à émerger. Pour cette montre, Audemars Piguet a fait appel au célèbre designer Gerald Genta. Donc c'est lui qui a designé cette montre. Elle a été présentée pour la première fois en 1972 à la foire de Bâle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à son lancement, les gens ils n'ont pas trop kiffé. Ils se sont dit, comment ça, une montre de luxe en acier? C'est quoi le délire? Elle est où l'arnaque là? Je vais payer le prix d'une montre en matériaux précieux pour une montre en acier. Il y a un petit problème. Pour vous remettre dans le contexte, à l'époque, lors de sa sortie, la Royal Oak coûtait 3300 francs suisses. On en est bien loin aujourd'hui, mais ça a quand même été vu comme une montre beaucoup trop chère pour ce que c'est tout simplement. On voit que ça a bien changé avec le temps. Aujourd'hui, c'est devenu un modèle mythique. Un petit peu le juste milieu qui permettait d'avoir un truc un petit peu plus fun sans pour autant avoir un truc qui éblouit tout le monde. Donc voilà, une montre magnifique, une des montres que j'ai le plus portée en fait. Après l'achat de cette montre, j'ai arrêté d'acheter des montres pendant 2 ans environ. Et donc en général, je portais soit cette montre, soit ma Rolex. Et puis il y a quelques années, j'ai vraiment... C'est vrai qu'il y a des montres comme ça, lorsqu'on les achète, on est un petit peu rassasié, on prend du temps à en profiter. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été la montre dans votre parcours de collectionneur, si vous êtes collectionneur, après laquelle vous êtes dit ok là pour le moment c'est bon, je peux profiter de celle-ci et vous avez profité, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'en racheter une nouvelle. C'est toujours intéressant à savoir. Plongé à fond dans l'horlogerie et c'est pour ça que ma collection s'est agrandie rapidement. En termes de prix, cette montre-là, je l'ai achetée dans les 70 000 euros et aujourd'hui, elle doit valoir dans les 120, 130, peut-être plus. On mettra l'estimation exacte. Voilà, là en vrai, c'est vrai que c'est un modèle mythique, un modèle connu, etc. Un modèle de spéculateur, on pourrait dire. Mais c'est quand même magnifique de pouvoir faire autant d'argent. Bon, déjà, il faut la payer, faut les payer les 70 000 euros. Mais c'est très stylé de pouvoir faire une plus-value, là, un x2 en achetant un truc pour nous faire plaisir. Franchement, il faut être un sacré rageux pour penser l'inverse. À l'écran.
Ok. On continue. Donc là, on est sur une Royal Oak Offshore, un petit peu moins mon style. Je dois vous avouer que je suis un petit peu moins fan de cette montre. Je sais pas, peut-être un petit peu trop sportif. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les montres vintage, donc style un petit peu à l'ancienne, même si elle n'est pas très récente. Enfin, quand même. Ouais, c'est un petit peu moins mon style. Je dis qu'elle n'est pas très récente parce qu'elle est sortie. Enfin, l'idée, je crois, a vu le jour dans les années 90. Il me semble qu'elle est sortie en 93 pour les 20 ans de la Royal Oak dans un but de redonner un petit souffle de jeunesse à cette Royal Oak, un petit souffle de sportivité, etc. Personnellement, un peu moins mon style. Montre Audemars Piguet, une Royal Oak Offshore. Donc là ici vous avez la Royal Oak normale et la Offshore, vous voyez qu'elle est plus imposante, le cadran est plus large. On a aussi cette espèce de socle en or rose et par-dessus on a le cadran. Donc ça permet d'avoir une montre plus sportive, plus imposante. Et cette montre-là, je l'ai achetée en boutique. Donc c'est la première montre que j'ai achetée directement en boutique chez Audemars Piguet. C'est plus compliqué d'obtenir des montres en boutique parce que les marques de montres sont très sélectives. En fait, elles vont pas vous permettre d'acheter des montres comme ça. En fait, il faut créer une relation avec la marque, il faut voir les vendeurs plusieurs fois, il faut des fois commencer par acheter des bijoux ou des montres pour femmes ou des modèles qui sont peut-être un petit peu moins convoité pour montrer qu'on aime la marque et qu'on n'a pas juste envie d'acheter la montre que tout le monde veut. Et c'est uniquement après avoir créé cette relation que vous allez pouvoir obtenir des modèles. Et puis plus vous êtes un bon client, plus vous allez pouvoir obtenir des modèles rares. Vous ne pouvez pas vous pointer chez Audemars Piguet et puis demander directement d'avoir ce genre de montre parce qu'elle existe uniquement quelques centaines d'exemplaires dans le monde. Celle-là, elle est même plus du tout produite en ce moment. Et C'est totalement vrai, ça peut être un petit peu critiqué, mais je trouve ça plutôt logique. Ils ne vont pas vous vendre une montre sachant qu'ils ne vous connaissent pas et sachant que vous allez pouvoir la revendre, je sais pas, 10, 20 000, 30 000, 50 000 euros plus cher en ressortant du magasin. Ce serait un petit peu donner de l'argent à n'importe qui. Eux, leur but, c'est que vous soyez vraiment passionné par la montre, par la marque, et que vous gardiez la montre, que vous n'êtes pas simplement là pour vous faire de l'argent sur leur dos. Donc il faut bâtir une certaine relation de confiance entre vous et votre revendeur de chez certaines marques, en l'occurrence ici Audemars Piguet. l'aiguille des secondes, elle est ici. Et puis vous allez Bon, avoir on a les compris, hein, heures. la Royal Oak Offshore. On va aller voir la prochaine. Montre d'après, on est sur Ah, j'aime bien, j'aime bien. C'est Rolex Cosmographe Daytona sur un bracelet Oyster Flex, lunettes céramique, cadran brown de chocolat brun, ou chocolat tout court. Très jolie montre. Certains vont préférer la version sur bracelet Oyster, donc bracelet classique de chez Rolex, ou sur Oyster Flex. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que la version avec un bracelet Oyster n'est pas disponible avec la lunette en céramique, donc la lunette noire. C'est à vérifier, mais je ne suis pas sûr. Donc ouais, pourquoi pas choisir la Oyster pour sa lunette en céramique, la Oyster Flex pour sa lunette en céramique, sachant que le bracelet Oyster Flex de chez Rolex est un bracelet très confortable, c'est un bracelet en caoutchouc et à l'intérieur du bracelet, je vous mettrai une petite photo, vous avez une sorte de petit coussin qui va faire respirer votre poignet tout simplement, l'air va pouvoir passer en dessous, ça va être plus confortable, plus convivial, on va s'y sentir beaucoup mieux. Pour ce qui est de l'histoire un petit peu du Daytona de chez Rolex, vous pouvez voir que j'ai le livre là, j'ai un livre qui en parle juste là. Pour ce qui est de l'histoire du Daytona de chez Rolex, elle est apparue en 1963 dans un but de pilotage tout simplement, parce que le nom il n'est pas tiré au hasard non plus, il vient des 24 heures de Daytona. Je crois que c'est ça, les 24 heures du Daytona, une course automobile qui a lieu en Floride sur un circuit rond, un cercle comme ça, ou un ovale. Enfin, en tout cas, ça vient de là, ça vient de l'automobile et c'est une montre qui est devenue mythique tout simplement. Il faut savoir que les premières Daytona étaient équipées d'un calibre à remontage manuel, donc principalement le calibre Valjoux 72, modifié donc par Rolex et rebaptisé le calibre 72B ou le 727. La popularité du Daytona a explosé lorsqu'il a été révélé que l'acteur et pilote de course Paul Newman portait souvent une Daytona avec un cadran assez exotique, maintenant connu sous le nom du cadran Paul Newman. Et ces modèles Paul Newman sont aujourd'hui très prisés et ils valent une fortune. Ensuite, en 1988, Rolex sort le premier Daytona automatique, référence 16520, qui était équipé du calibre 4030, basé sur le mouvement, le fameux, le très célèbre Zenith El Primero,
qui était quand même modifié par Rolex pour répondre aux exigences strictes de qualité et de précision de chez Rolex. Mais ça a joué aussi sur l'histoire du fameux mouvement Zénith El Primero. Pourquoi il est mythique? Aussi car il a été intégré dans les cosmographes Daytona. Il faut savoir que c'était le premier mouvement automatique chronographe pour montre-bracelet du monde. Donc c'est pas pour rien que Rolex l'avait choisi pour l'intégrer dans ses Daytona. Donc bref, le Daytona, soit on aime, soit on n'aime pas. Bon, je pense que c'est quand même assez difficile de ne pas aimer, mais je pense qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas. Personnellement, je trouve que c'est une montre mythique. J'étais d'ailleurs un petit peu surpris la première fois que j'en ai vu en vrai. De la taille, en fait, c'est pas si gros que ce qu'on pense lorsqu'on le voit simplement en photo. C'est très élégant, c'est très joli. Un Daytona, c'est incroyable. J'en aurai un jour. Une Rolex Daytona, donc modèle emblématique de Rolex. J'ai vraiment cherché pendant un long moment cette montre-là et exactement ce modèle-là. Daytona, c'est pas forcément le modèle qui m'attirait le plus à l'époque. Et en fait, depuis que j'ai cette montre, j'adore aussi ce modèle. Mais je le trouvais vraiment très très stylé. Le bracelet Oyster Flex, donc c'est ce bracelet noir qui est en caoutchouc aussi. Et j'adore le rose gold. Et puis cette combinaison du coup avec ce bracelet noir, le rose gold du boîtier et ici le cadran qui est chocolat, donc un espèce de brun. Je trouvais ça vraiment incroyable. Donc j'ai cherché cette montre pendant un petit peu moins, j'ai réussi à l'obtenir. Et c'est un super ajout à ma collection. Je l'ai acheté dans les 30-35 000 euros. Je ne l'ai pas acheté en boutique celle-ci. Et aujourd'hui, je pense qu'elle doit valoir un petit peu moins, dans les 30 000 euros. On mettra le prix exact. Donc voilà, Daytona, un modèle emblématique de chez Rolex qui existe dans plein de combinaisons différentes, mais c'était largement ma préférée. Cette montre, il faut que je la fasse réparer. Il y a la petite molette ici qui s'est enlevée. Mais bon, c'est les risques, hein. Le but, moi, avec les montres, c'est bien sûr que ce soit un investissement, mais c'est aussi et surtout de pouvoir les porter, de prendre du plaisir à les porter. Et c'est des choses qui arrivent, des fois on les abîme, même si on fait... Là, tu me fais plaisir, Yomi, tu as entièrement raison. Une montre est faite pour être portée. C'est le but premier d'une montre, c'est d'être portée. Je trouve ça un petit peu triste. Je peux le comprendre, je peux me mettre à la place des gens qui en achètent et qui les mettent au coffre et qui ne les portent jamais. Mais le but premier d'une montre, c'est d'être portée. Comme il a dit, ça se répare. C'est un petit peu chiant. Je vous avoue que si j'achète un Daytona et que je dois le réparer, ça me ferait un petit peu chier. Comme quoi, il ne faut pas mettre toutes ces économies dedans. C'est comme une voiture de collection. Il faut être prêt à devoir remettre de l'argent dedans. Rien que les révisions qui sont obligatoires, ça coûte un certain billet. Chez Rolex, là, je ne veux pas dire de conneries, mais je pense à réviser un Daytona comme ça, c'est entre 3 et 5 000 euros. Donc c'est déjà une somme assez conséquente. Mais il faut porter vos montres. Il faut porter vos montres, comme il l'a bien dit. Donc ça, je valide totalement. Attention. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours faire réparer, faire polir. Et donc, on perd peut-être un petit peu en valeur quand une montre est légèrement endommagée. Mais c'est pas parce que vous faites une raie que votre montre ne vaut plus rien. Et je trouve dommage d'avoir plein de belles montres si c'est juste pour qu'elles restent à la maison dans une boîte. On est d'accord. On continue sur une montre un petit peu moins connue. Donc là, on repère tout de suite une Audemars Piguet code 1159. Normal que c'est un modèle un peu moins connu parce qu'il est quand même plus récent, il a seulement 5 ans, il est sorti en 2019. C'était pour redonner un petit peu de fraîcheur déjà à Audemars Piguet. Peut-être essayer de se décoller un petit peu de Audemars Piguet, c'est seulement la Royal Oak, peut-être la Offshore aussi, mais c'est pour sortir un petit peu de ce cercle vicieux, de sortir de nouvelles montres. Pour le moment, elle n'a pas le succès fulgurant d'une Royal Oak, mais c'est normal, elle est quand même beaucoup plus récente et c'est une montre, c'est juste une pépite. Et le nom de cette montre n'est pas trouvé au hasard, CODE est en effet un acronyme qui signifie Challenge, Own, Dare and Evolve, donc ce qui signifie en français défier, posséder, oser, évoluer. Et le 11:59, ça signifie juste 11h59, donc l'heure juste avant minuit qui nous prépare déjà à passer une sublime nouvelle journée. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires ou en me lâchant simplement un petit like. C'est pas le style de vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais bon, j'avais envie de faire un truc un petit peu plus chill, là on réagit, un format beaucoup plus long, j'allais dire un petit peu plus long, mais je pense que cette vidéo va durer un petit moment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à ne pas faire attention au bouton que j'ai entre les deux yeux. J'ai passé un week-end où j'ai fait un petit peu la fête, évidemment ça ressort. Quand tu manges mal, tu bois, la peau elle n'est pas jolie. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, on retourne tout simplement maintenant à notre analyse de collection juste incroyable.
qui est aussi une Audemars Piguet. C'est une Code. Donc les Codes, c'est les montres rondes de chez Audemars Piguet. J'adore cette combinaison, une espèce de bleu foncé avec du rose gold. En termes de valeur aujourd'hui, on doit être dans les 30-40 000 euros, quelque chose comme ça. C'est une montre que je trouve très belle, qui est pour l'instant pas vraiment énormément à la mode hein, chez Audemars Piguet et la plupart des gens. Alors les modèles Royal Oak. Mais mon but, c'est pas d'avoir ce que tout le monde veut, c'est d'avoir ce que je trouve beau et d'avoir aussi de la variété dans la collection. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'obtenir ce modèle chez Audemars Piguet. Dans la foulée, j'ai récupéré un autre modèle chez Audemars Piguet, c'est cette Royal Oak chronographe. Cadran noir. Donc très belle combinaison, on peut aussi changer le bracelet, mettre un bracelet en cuir. Celle-ci, je suis un peu moins fan. Ouais, c'est un peu moins mon style, tout comme la Offshore, Royal Oak chronographe. En tout cas, peut-être que mes goûts évolueront et vont changer, mais pour le moment, un peu moins fan. Par exemple, ce qui est vraiment pas mal. Et on reste sur la combinaison gagnante, cadran noir, rose gold. Vous voyez peut-être qu'elle a pas mal de rayures, cette montre aussi. C'est principalement parce que je la prête souvent à mon frère, qui fait pas du tout attention. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est la montre préférée de mon frère de la collection, donc il la prend pas mal. Et c'est vraiment une montre qu'on peut porter avec tout et qui est très confortable aussi à porter. Donc très très belle pièce de chez Audemars Piguet. En termes de prix, on est dans les 50 000 euros, j'imagine. Celle-ci, je la trouve très jolie. Elle n'est pas trop connue. C'est une sorte de Calatrava. Il me semble que c'est une pilote Calatrava, de par les boutons poussoirs qu'on retrouve à gauche du boîtier. En toute honnêteté, je pense qu'il l'a acheté dans un but de tisser des relations, comme on en a parlé juste avant, avec la marque Patek Philippe, pour ensuite acquérir des pièces un petit peu plus demandées, mais très sympa. Je valide. Sur une Patek Philippe. Donc c'était la première fois que j'achetais une Patek Philippe chez Patek Philippe. Et j'ai commencé par un modèle un petit peu moins connu que les Nautilus, les Aquanaut, etc. J'ai acheté une. Donc je pense dans un but de commencer à tisser des relations, ça justifie un petit peu, c'est la première montre qu'il achète chez eux. Donc je pense que c'est pour ça. Calatrava. Donc c'est un modèle rond comme ça que je trouve extrêmement classe, très beau, très élégant et qui passe partout. Ça n'en reste pas moins une très jolie montre, une montre incroyable. Ce qui est bien avec cette montre-là, c'est qu'on ne sait pas que c'est une Patek Philippe. Donc, par exemple, quand je suis en Europe, quand je suis dans des pays où la sécurité est un petit peu moins grande, et ben, souvent je porte cette montre-là. Parce que. C'est vrai qu'on ne parle pas assez souvent, on en parle quand même, mais de la sécurité de porter des montres en France. Je suis français. Comme vous pouvez le voir à mon col roulé en début juin, j'habite encore en France actuellement, donc ouais, c'est pas forcément le meilleur endroit pour porter des montres qui coûtent très cher. Je vous arrête tout de suite, les brigands, les voleurs, mes montres ne coûtent pas forcément très cher. Je suis bien loin du prix des montres de sa collection, mais c'est quand même quelque chose que je trouve assez dommage. Tu bosses de manière acharnée pour te payer une belle pièce, une belle montre, et tu peux même pas la porter dans la rue sans avoir peur de te la faire arracher. Donc là, c'est vrai que ça peut être cool. Là, c'est pas une montre très très connue, donc encore moins connue des voleurs. Si vous avez un Daytona, une Royal Oak, enfin peu importe la Rolex, là ils vont directement la repérer. Celle-ci, ça m'étonnerait qu'ils la repèrent, même si ça se voit quand même que c'est une montre qui coûte assez cher. Ça se voit, c'est visuel, mais je pense que c'est beaucoup plus sécuritaire de porter ça en effet qu'une Nautilus ou qu'une Royal Oak en plein Paris. Ça passe partout, personne ne remarque la montre et pourtant elle est très très classe, très très belle, très confortable. Il y a aussi plusieurs bracelets, mais j'aime bien ce brun qui passe avec pas mal de couleurs. On a un cadran aussi un petit peu chocolat. Et puis ce qui est vraiment marrant avec cette montre, c'est qu'on peut appuyer sur ce bouton-là. En fait, il adore avancer directement. Il adore le rose et le chocolat. La remettre à l'heure. Donc imaginons que vous changez de time zone. Vous avez juste à appuyer quelques fois ici et votre montre est à l'heure, ce qui est souvent plus pratique que de tourner la molette comme c'est le cas sur la plupart des montres. Si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton du haut et c'est un petit peu la spécialité de ce modèle-là. Encore une fois, rose gold, cadran chocolat. Une des plus belles combinaisons. En termes de prix, on doit être dans les 50-60 000 euros actuellement. Donc voilà. Vous voyez une montre à 40 238 euros et on dirait pas. Donc c'est vrai que ça peut être cool, même si personnellement, si j'avais ça au poignet,
je ne serais quand même pas en confiance de me balader tranquille dans la rue avec des manches courtes, tout ça, comme ça, là, tu es là avec ta Patek Philippe tranquille à tout moment en France. Bon, je sais que c'est le cas aussi dans d'autres pays, hein, comme l'Angleterre, à Londres, je crois que c'est encore pire, mais à tout moment, tu te fais arracher le bras pour une montre, donc ouais. Pour la première boîte de montres, mes premières 10 montres, certains modèles emblématiques, des modèles rares, des modèles un petit peu moins, et beaucoup de souvenirs surtout. On va passer aux parce choses que sérieuses là, certaines je de pense. ces montres, je les ai depuis plus de 5 ans et elles représentent vraiment des périodes très différentes de ma vie. Donc, dans cette boîte que j'ai un petit peu fait modifier, fait customiser pour pouvoir y mettre des montres, j'ai des modèles qui sont plus rares et qui ont été très compliqués à obtenir et que je suis extrêmement heureux aujourd'hui de pouvoir avoir dans ma collection. Je vais commencer par ce modèle là. Oh là 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 là. Non. Attendez, je me frotte les yeux. Non. Non. C'est pas possible. C'est pas ce que je pense. C'est pas une Royal Oak quantième perpétuelle, là. C'est un QP, quoi. C'est la complication. Pour remettre un petit peu dans le contexte, vous avez probablement déjà eu une montre comme celle-ci, donc avec ici j'ai le jour et la date. C'est chiant à la fin du mois, en fonction des mois, du nombre de jours dans les mois, il faut remettre la bonne date. Enfin, c'est pas pratique, évidemment. Les horlogers ils se sont dit, c'est pas pratique, il faut faire quelque chose. Eh bien, le quantième perpétuel, tout simplement, eh bien, c'est une complication qui va permettre de garder la bonne date à votre montre. On a plein d'informations supplémentaires, mais principalement, ça va garder la montre à la bonne date. Ça va prendre en compte le mois de février de 28 ou 29 jours, les années bissextiles. Enfin, c'est une complication juste incroyable. C'est un petit peu le Graal des complications. Et là, de voir une Royal Oak quantième perpétuelle, c'est quand même quelque chose. C'est incroyable d'avoir ça dans sa collection, sincèrement. Donc là, ouais, c'est une montre de fou. Une Audemars Piguet, vous savez. Et d'ailleurs, c'est Patek j'adore Philippe Audemars qui a été Piguet, un petit peu les avec Patek Philippe, précurseurs c'est vraiment dans cette mes complication. deux marques de montres préférées. J'adore aussi un Rolex, Richard Mille. Je Elle a l'air pense d'être prochainement acheter aussi d'autres en or marques rose, comme celle-ci. Vacheron, peut-être Jacob & Co. Et quoi Prochainement acheter aussi d'autres marques comme Vacheron. Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, là, il me touche en plein cœur. Je suis un grand fan de la marque Vacheron Constantin. Les modèles, ils sont fous. Si on veut aller dans le tape à l'œil, un petit peu comme cette Seamaster, bon, un petit peu comme, c'est juste la couleur, hein, c'est juste la couleur qui ressemble, même pas le matériau. Mais on a la Vacheron Constantin 444, full or. Non, c'est trop. Elle est juste magnifique. Donc là, je valide. Là, Yomi, tu me fais plaisir. Tu parles de Vacheron. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, très top. Peut-être Jacob & Co. et éventuellement même Omega, Hublot, etc. Omega. Omega, j'adore Omega. Punaise. Là, tu me fais plaisir. J'essaie vraiment d'élargir le type de montre que j'ai à l'intérieur de ma collection. Mais c'est vrai que Audemars Piguet, c'est un petit peu mon premier coup de cœur. C'était aussi la montre préférée de mon père. C'est aussi pour ça que je lui ai acheté une Audemars Piguet il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que Audemars ou Patek me propose d'acquérir une montre, je peux vraiment pas refuser. Donc là, on est sur quelque chose d'assez particulier. On est sur un quantième perpétuel. Donc c'est vraiment une montre magnifique. Oh, c'est trop, c'est abusé, c'est magnifique. Vous voyez là, on a le jour de la semaine, la date de la semaine, le mois. Là, on a un petit jour-nuit. Non, c'est une folie. Cette montre, c'est tout simplement une folie. Même la grande tapisserie, un petit peu en bicolore, les deux teintes de bleu, là, c'est. Oh là là, c'est une folie. Qui est complètement rose gold, avec un cadran bleu qui s'appelle grande tapisserie. Donc c'est en fait ces petits carreaux là. On a deux types de bleus différents. On va avoir aussi un ciel étoilé avec une lune sur le bas qui représente en fait la forme de la lune en fonction de la date. Et puis le quantième perpétuel en fait c'est une complication, donc un type de montre très spécifique parce qu'il permet de voir la date, le jour et le mois de l'année. Et il permet de le faire peu importe l'année. Il y a même justement un petit mécanisme qui permet de s'adapter aux années bissextiles. Et ça, c'est très compliqué à faire. Voilà une très belle montre qui vaut dans les 150-160 000 euros au moment où je fais la vidéo. C'est quand même abusé, hein, le prix de certaines montres là, 160 000 euros. En vrai, on s'en rend pas compte, hein. Et c'est pour ça que dans certaines de mes vidéos, j'ai un petit billet qui me fait dire que certaines montres sont pas chères, alors que je sais pas, elles valent 1000, 1200, 1500 euros. Par habitude de voir des modèles aussi chers quand je suis sur les réseaux, quand je fais mes recherches, etc., je vais dire qu'une montre à 1500, c'est pas cher.
c'est sûr que ça reste une certaine somme pour la majorité. Mais là, 160 000, franchement, félicitations. On arrive maintenant chez Patek Philippe avec cette Aquanaut chronographe. Vous pouvez voir les deux petits boutons sur le côté qu'on peut utiliser pour Très chronométrer. sympa. On a un cadran chocolat, encore une fois très beau, un bracelet aussi chocolat qui est magnifique. Et chez Patek Philippe, ils ont été très généreux. Ils m'ont permis d'obtenir plusieurs bracelets. Donc j'ai un bracelet kaki et un bracelet orange que je peux remplacer. Donc celle-ci, je pense qu'il n'aurait pas pu l'acquérir sans avoir acquéri la Calatrava Pilote juste avant, parce que celle-ci, elle est quand même bien plus demandée. On continue sur une autre Patek Philippe. Évidemment, il fallait une Nautilus dans sa collection. Ici, c'est donc une 5711 1R, il me semble. Donc une Nautilus en or rose avec un cadran chocolat. On commence à avoir l'habitude. Et d'ailleurs, petite question, est-ce que vous préférez la Royal Oak ou la Nautilus? Personnellement, je suis plus Nautilus, je la trouve plus classe, plus élégante, peut-être un peu moins sportive. Donc dites-moi ça en commentaire, plutôt Royal Oak ou Nautilus, ça m'intéresse. On continue sur une autre Patek Philippe. Celle-là, je ne l'ai pas achetée en boutique, je l'avais achetée sur le marché secondaire, étant donné que c'est une montre qui n'est plus en production. C'est vrai qu'il me semble que c'est Da Vinci Watch, donc à Paris, qui lui a vendu. Et c'est possible qu'il y ait Clément de la chaîne Entretemps dans toutes ces affaires-là. Que je ne pouvais plus obtenir en boutique et en fait c'était vraiment je pense ma montre préférée pendant des années et des années. J'avais vu une vidéo sur YouTube il y a peut-être 5, 6, 7 ans qui présentait cette montre et je l'avais trouvée incroyable. Je trouve que cette montre, quand on observe le cadran, il y a quelque chose de presque hypnotique avec cette forme vraiment incroyable. Ah, clairement, elle est magnifique, c'est abusé. Une Nautilus, c'est vraiment beaucoup trop beau. De la Nautilus, très très belle, en rose gold avec un cadran chocolat, encore une fois, une combinaison magnifique. C'est une montre emblématique de chez Patek Philippe que je me devais d'avoir dans la collection. Donc aujourd'hui, il existe d'autres variantes de ce modèle, mais je trouve que celle-là, c'est vraiment la classique, c'est la plus belle. Et donc, c'est pour ça que je l'ai acheté sur le marché secondaire. Je l'ai depuis quelques années et c'est, je pense, une des montres que j'ai le plus portée. Bon, ça se voit légèrement, quelques petites rayures dessus, mais on peut la polir sans. Ah non, c'est vraiment une montre juste magnifique. Qui d'ailleurs a aussi été designée par Gerald Genta. Un coup de crayon juste incroyable. Il a aussi designé pas mal d'autres montres. La Paul Router de chez Universal Genève qui est sublime. Enfin, ce mec avait un talent juste monstre pour designer la Royal Oak et la Nautilus. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Trop de problèmes. Une montre qui a connu d'énormes variations de prix. C'est une montre qui, de C'est base, vrai. quand vous l'achetez en boutique, Une coûte. 5711, J'ai ça. pas envie de dire de conneries, mais je ça a crois varié. les 70 En 000 euros. euros, quelque chose comme ça. Et en fait, en 2021, cette montre, elle a monté jusqu'à 450 000 euros. Il y avait vraiment des prix incroyablement élevés. J'ai failli l'acheter à ce moment-là parce que mes business allaient bien. Ouais, durant les années Covid, il y a eu un petit peu des prix, enfin, même pas dérisoires, des prix fulgurants. C'était un petit peu abusé. C'est ceux qui voulaient un petit peu sécuriser leur argent. Peut-être des gens de la crypto qui se sont mis à acheter des montres pour avoir quelque chose de solide. Ça vaut de l'argent, c'est facile à déplacer, ça garde de la valeur. Donc, toute cette demande au niveau de pièces d'exception a fait exploser les prix de manière un petit peu aberrante. Et que c'est une montre que je voulais depuis des années. Je me suis dit, Yomi, attends, patiente un petit peu. Et j'ai bien fait parce que du coup, le prix a fortement baissé. Je l'ai acheté quelques années plus tard dans les 170 000 euros, je crois. Et aujourd'hui, elle vaut légèrement comme une moins vu certaine que somme. le marché a baissé, dans les 160 000, quelque chose comme ça. Mais ça reste une montre que j'adore posséder, que je porte très régulièrement et que je vais garder, je l'espère, jusqu'à ma mort, hein. Le but de ma collection, c'est vraiment de garder ces montres le plus longtemps possible et de ne jamais avoir à les revendre, qu'à moins que j'ai vraiment besoin d'énormément de cash à un moment donné, ce qui est fortement improbable. Je vais vraiment garder ces montres à l'infini. Oh là 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 là, mais décidément. Il a que des pépites dans sa collection, des montres de fou. Ici, on a une Royal Oak, donc une Audemars Piguet Royal Oak tourbillon volant. Oui, monsieur. Donc le tourbillon, c'est aussi une complication juste incroyable. Il avait un quantième perpétuel juste avant. Là, on a un tourbillon volant, c'est ouf. Le tourbillon, c'est quoi? C'est une complication qui permet de compenser les effets de la gravité sur le mouvement de votre montre, tout simplement pour qu'il y ait une meilleure précision. Ça a été inventé à l'époque déjà des montres de poche. On les mettait
principalement droite dans notre poche, donc comme ça. Vous voyez, une montre elle était dans une position droite, comme si vous mettez votre téléphone dans votre poche. Donc on avait un effet de la gravité qui pouvait impacter la précision de la montre. Et donc il me semble que c'est Abraham Louis Breguet, donc de la célèbre marque Breguet, qui a été un petit peu précurseur dans le tourbillon. Et ici, on a un tourbillon volant, donc ça veut dire qu'il y a seulement un pont des deux côtés, donc seulement une attache, si on veut, des deux côtés du tourbillon, qui va donner un petit peu cette impression, lorsqu'on le regarde, que le tourbillon est en train de voler. C'est juste magnifique. On arrive ensuite sur une autre marque Piguet, Royal Oak, mais cette fois, elle n'est pas en or blanc, elle n'est pas en or rose, elle n'est pas non plus en acier. Elle est en titane. C'est une montre extrêmement légère, extrêmement confortable et magnifique. C'est ce qu'on appelle un tourbillon volant. Donc vous pouvez voir ici le mouvement justement. Imaginez ce modèle, mais avec un cadran grande tapisserie, donc celui avec les petits carrés comme sur la Frosted qu'on a vu en début de vidéo. Ça doit être juste magnifique. De la montre qui tourne et qui est. Le tourbillon, c'est vraiment quelque chose de vraiment, vraiment beau. On a ce cadran bleuté, magnifique. Hypnotisant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des montres tourbillon entre les mains, mais moi, quand j'en ai une entre les mains, je peux regarder le tourbillon comme ça. Je le regarde et je me dis waouh, c'est fou, c'est beau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on aime l'horlogerie. Elle fait aussi un très beau bruit, elle fait un petit tic-tac, 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 qui est très satisfaisant. Magnifique montre. C'est vrai ça aussi. J'ai déjà rencontré des personnes qui ont pour habitude d'écouter aux montres, d'écouter le bruit du mouvement. C'est vrai que je le fais pas forcément. Je n'ai pas forcément ce réflexe de mettre une montre à mon oreille. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous écoutez le bruit de votre mouvement? En vrai, je peux le comprendre. Que j'ai pu acheter chez Audemars Piguet en boutique et qui aujourd'hui est une des montres les plus chères de ma collection. Il a quand même une très bonne relation avec la marque Audemars Piguet. Pour sortir des modèles comme ça. Elle est très très rare. Elle coûte plus de 220 000 euros sur le marché. Mais c'est une montre que je porte parce qu'elle est belle et que le but d'une montre c'est d'être portée. La seule montre que je ne porte pas, pour l'instant que je n'ai pas portée, que je ne pense peut-être même jamais porter parce que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer, c'est celle-ci. Ah bah oui. La fameuse code squelette. C'est fou. C'est fou. Encore une fois, on voit un tourbillon. Non, ça, je sais que c'est une montre clivante. On va aimer ou on ne va pas aimer. Personnellement, j'aime déjà beaucoup la code. J'aime aussi le squelette, comme vous pouvez le voir ici. Même si j'aime de moins en moins, c'est peut-être un petit peu trop tape à l'œil. Mais là, c'est juste magnifique. Là, c'est même pas tape à l'œil. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'horlogerie. C'est ouf. C'est la montre la plus rare de ma collection. C'est une Audemars Piguet Code Squelette. Donc le code justement c'est cette montre ronde. Squelette c'est quand on voit en fait tout le mécanisme de la montre. Donc vous pouvez voir vraiment, c'est comme si on avait retiré l'espèce de face du cadran et donc ça permet d'admirer le mécanisme. Cette montre elle existe seulement à 50 exemplaires sauf erreur. Elle vaut plus de 200 000 euros et j'ai pas envie de la porter parce que j'ose pas tout simplement. Étant donné qu'elle est très rare, j'ai vraiment envie de la garder dans le meilleur état possible et je la trouve vraiment incroyable. Merci encore une fois à Audemars Piguet de m'avoir permis d'obtenir cette montre. Merci à Ça confirme les très très bonnes relations qu'il a avec Audemars. Patek Philippe aussi pour les différents modèles qu'ils m'ont permis d'acheter au cours des années. Et merci à Rolex de m'avoir permis d'acheter des montres pour moi, mais aussi et surtout pour des amis. Donc la plupart des Rolex que j'ai achetées, je les ai offertes. Et c'est aussi quelque chose que j'adore faire, c'est offrir des montres. Et la dernière montre que je me suis offert à moi-même, c'est celle-ci que je vais découvrir en live avec vous et qui vient compléter ma collection. Donc c'est une Richard Mille. Richard Mille, c'est une marque de montres très privée qui crée des montres dans de très petites quantités. J'avais été à la boutique Richard Mille à Dubaï et j'ai parlé au vendeur qui m'avait expliqué un petit peu l'histoire de Richard Mille et ça a vraiment été... Je sais que Richard Mille, c'est vraiment très 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 compliqué à avoir. Ils n'ont pas que des listes d'attente, ils ont une liste, je ne sais plus comment ça s'appelle, une liste d'influence ou un truc comme ça. En gros, si vous êtes quelqu'un de connu, ce sera quand même plus simple d'avoir une Richard Mille que si vous êtes personne, tout simplement. Il faut être vraiment intéressé par la marque, c'est une galère, quoi. Un parcours du combattant pour Richard Mille quand il a créé sa marque de montres. Il a révolutionné pas mal de choses. Au début, c'était pas forcément bien reçu. Il a eu plusieurs années difficiles, mais aujourd'hui, c'est une des marques de montres les plus emblématiques. C'est une marque qui est très inspirante aussi de par... J'ai l'impression que c'est beaucoup ça pour les montres qui deviennent mythiques. Au début, c'est pas forcément très bien reçu. On a l'exemple avec la Royal Oak, la Daytona, Richard Mille. Au début, c'est un petit peu
petit peu galère de faire sa place, mais au final, c'est comme un bon artiste. Il n'est pas reconnu durant sa vie, mais après sa mort, des années après. C'est le temps que le monde se rende compte que l'artiste, en fait, il était trop en avance et qui faisait des œuvres d'art qui, après, prennent de la valeur de ouf, qui sont juste incroyables. Donc, peut-être un petit peu la même chose avec Richard Mille, même si ça a été quand même Le assez marketing rapide qu'ils ont comme réussi à évolution. mettre en place, ils ont cassé les codes, ils ont réussi à se faire une place dans un marché qui était très compliqué et qui était dominé par des marques plus vieilles comme Patek Philippe, Rolex ou encore Audemars Piguet. Ça fait plusieurs années que j'ai envie d'acheter une Richard Mille, mais depuis 2 ans maintenant, je n'achète plus que des montres en boutique. Je n'achète pas de montres sur le marché secondaire, sur le marché gris comme on l'appelle. J'ai vraiment envie de créer des relations avec les marques, ce qui me permet ensuite d'acheter des montres directement en boutique. Et d'un point de vue investissement, c'est intéressant parce que quand vous achetez des modèles qui sont rares, vous pouvez aller en boutique, acheter une montre pour, 100, 150 000 euros. Vous sortez de la boutique et la montre, vous pourriez théoriquement la revendre pour 200, 220, 250 000 euros. Donc en fait, vous gagnez de l'argent à chaque fois que vous achetez des montres. Et c'est vraiment la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et C'est vrai que c'est une situation qui doit être plutôt cool, on va pas se mentir. Moi, j'achète la plupart de mes montres sur le fameux marché gris. Je les achète d'occasion parce que j'aime le vintage, j'aime les montres qui ont plus de 50 ans. Donc, c'est ça qui va me faire kiffer. Mais c'est aussi cool de s'intéresser au vintage. En vrai, c'est très bien que j'adore le vintage parce que c'est des montres qui sont probablement, même sûrement, plus accessibles que des montres neuves en boutique. Ça va permettre d'acquérir, je sais pas, une Omega. Une Omega en boutique, c'est pas le même prix qu'une Omega en vintage, mais attention, il y a quand même certaines choses à respecter. D'ailleurs, je vous afficherai juste ici une vidéo que j'ai faite pour quelques conseils, quelques erreurs à éviter si vous voulez acheter une montre d'occasion, une montre vintage. C'est toujours important d'avoir quand même conscience de ce qu'on est en train de faire lorsqu'on veut acheter une montre vintage. c'est le cas parce que j'ai été patient. Quand j'avais envie d'une montre, je me disais pas, ah oui, je peux l'acheter sur Chrono 24, je peux l'acheter dans un magasin de montres. Non, j'attendais de créer une relation et d'avoir la marque qui me propose d'acheter ce modèle-là. Des fois, ça prend 6 mois, des fois, ça prend 2 ans. Mais sur le long terme, ça en vaut la peine. Surtout quand on a envie de créer une vraie collection de montres et qu'on n'a pas envie de faire de l'achat-revente. Moi, mon but, c'est pas d'aller chez les marques, d'acheter une montre, de la revendre derrière parce que c'est mal vu et ça casse la relation que vous avez avec elles. Mon but, c'est vraiment de faire grossir ma collection pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années et donc de pouvoir en profiter pour les porter, mais aussi comme stock de valeur. Aujourd'hui, j'ai des investissements à la bourse, dans l'immobilier et j'ai aussi une partie de mon argent qui est placée dans les montres, ce qui me permet de le sauvegarder et de diversifier mon patrimoine. RM6501. C'est spécial. C'est spécial. En vrai, faut aimer ce type de montre. Moi, avec mes petits poignets de coque là, je pense pas que je pourrais porter ça. Avec mon compte en banque de coque, je pense pas que je pourrais acheter ça. Mais c'est assez spécial. En vrai, au début, j'aimais pas du tout Richard Mille. Je commence à apprécier un petit peu. C'est un petit peu hors du commun. Ça sort un petit peu des codes. Ouais, franchement, je sais pas. J'ai pas encore d'avis prédéfini sur Richard Mille, mais c'est quand même fou. C'est quand même une prouesse d'horlogerie. Ça reste quand même des pièces d'exception. Bon, les amis, j'ai du coup pu récupérer la première Richard Mille en boutique il y a 3 jours. Je l'ai vu rapidement, j'ai ouvert la boîte, j'ai vu ce que vous voyez maintenant. J'ai pas encore enlevé le film protecteur, je le fais vraiment en live avec vous. Et c'est vraiment une montre incroyable. Après, c'est vrai que la Rafael Nadal, je suis en train de penser, la Rafael Nadal est quand même plutôt sympa, plutôt jolie. C'est la montre la plus chère de ma collection. Elle m'a coûté plus de 350 000 euros. Et c'est une Richard Mille, donc RM6501. C'est une montre qui est très très belle. Et ce que j'ai vraiment adoré chez Richard Mille, c'est que c'est vraiment extrêmement bien pensé, c'est provocateur, c'est innovant et ça rend vraiment beaucoup mieux en vrai qu'en Ça, par exemple, porté à Paris, je suis pas sûr, tu vois. vidéo ou qu'en photo. Donc je vais enlever le plastique et je vous montre tout ça. Waouh, waouh, c'est magnifique. Donc on est encore une fois sur la combinaison gagnante, le noir et le rose gold. Donc il y a plein de trucs qui sont assez intéressants chez Richard Mille. Donc vous pouvez voir par exemple ici sur le stop et le reset,
on a du orange et ensuite vous allez voir que sur l'aiguille justement du chrono, on a aussi du orange. Même chose, tout ce qui est rouge, c'est en rapport avec le fait de remonter la montre. Donc vous avez la molette ici pour remonter, et vous pouvez aussi remonter en appuyant sur ce bouton en fait, qui permet de remonter la montre rapidement, juste avec la force de votre pouce. Donc vous avez ici en fait un double chronographe, donc vous allez pouvoir starter le chrono ici comme ça. Vous allez avoir l'aiguille du chronographe qui va bouger, et ensuite vous pouvez avec... En vrai, tout ça, c'est quand même plein de trucs qui servent à rien. Quand on parle de QP, enfin de calendrier perpétuel, de tous ces chronographes, trucs de timer. En vrai, c'est des trucs qui servent à rien, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça rajoute de la complexité à la montre. Ça crée des mouvements magnifiques. Ouais. Mais en soi, ça sert à rien. Personnellement, je connais personne qui chronomètre avec sa montre tous les jours. Enfin, en plus, on a des téléphones, on a des trucs maintenant, ça sert plus à grand chose, mais qu'est-ce que c'est joli. ce bouton-là, faire continuer seulement une des deux aiguilles pour pouvoir chronométrer le temps voilà, d'une deuxième personne, par exemple. Ensuite, si vous voulez réinitialiser, vous pouvez appuyer ici. Et puis pour remonter, ce sera en bas. Donc voilà, il y a plein de mécanismes. Je ne vais pas tout vous expliquer hein, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Mais c'est extrêmement complexe. On a différentes vitesses ici. Il y a pas mal de choses qui sont inspirées du monde de la Formule 1. Et on a bien sûr aussi une forme qui est complètement différente. Je vais l'essayer pour la première Qu'on appelle un boîtier tonneau. fois et voir comment ça me va. Ah ouais, c'est vraiment imposant. Et ce qui est bien avec le bracelet, c'est qu'on peut vraiment l'ajuster sans avoir à aller en boutique, hein, vu que c'est un bracelet en caoutchouc. Donc je vais directement pouvoir avoir quelque chose qui me va parfaitement. Voilà, donc on a une montre qui va comme ça. Donc Richard Mille, c'est soit on adore, soit on déteste. Personnellement, les premières fois que je voyais cette forme-là, je me disais, mais elles sont bizarres ces montres, avec toutes ces Je sais pas si vous entendez, mais il a dit Richard Mille, il y a eu du tonnerre. couleurs, etc. Et en fait, maintenant, j'adore. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Ce que j'adore aussi avec le modèle 6501, c'est vu qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, on va pouvoir jouer avec ça sur des bracelets différents. Donc, si par exemple, je prends un bracelet jaune, ben, ça va faire ressortir les différentes couleurs jaunes à l'intérieur. Donc, je peux prendre vraiment des bracelets de toutes les couleurs. Je peux prendre du orange, du vert, du bleu clair. Donc, je vais faire différents tests. On va voir ce qui rend le mieux sur moi, mais franchement, je la trouve extrêmement belle en vrai. Donc voilà, au total, on vous mettra une estimation de la totalité On veut savoir. de la valeur de la collection. C'est pas la meilleure période pour les montres. Je pense Il y a que là, il y a quelques clairement années, plus d'1 million cette d'euros. collection aurait valu, je sais pas, 50% de plus, voire même peut-être le double suivant les modèles. Mais c'est par cycle. Ce qui est probable, c'est que d'ici 6 mois, d'ici 2 ans, les prix aient augmenté et donc l'intégralité des modèles ici vaudront plus. Comme je vous l'ai dit, je sais pas exactement combien vaut chaque montre. On fera une estimation précise qui sera faite par un pro qui connaît vraiment le marché. On vous mettra le chiffre exact. Mais petite estimation que je fais comme ça, on doit être Plus sur d'1 million. du 1000. C'est abusé. 12. On doit être entre les 1,4 et 1,6 millions d'euros actuellement. C'est pour ça d'ailleurs que cette collection, je la garde pas chez moi, je la garde à la banque dans des coffres et que j'ai uniquement quelques modèles. 1,4 million 1,4 million d'euros de montres. Je vous le souhaite à tous de pouvoir avoir une collection comme ça. Voilà, à disposition C'est qui beau, sont c'est aussi beau, et c'est que je magnifique. traite vraiment ça comme un investissement. Il faut faire attention. Si vous êtes intéressé par l'horlogerie, faites extrêmement attention. Ah, vous avez vu, je suis pas le seul à écorcher le mot horlogerie. Il a dit horlogerie. En vrai, c'est un mot assez compliqué à prononcer, je trouve. Attention à ça. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo similaire mais avec vraiment un pro de l'horlogerie et qu'on se pose pendant 2-3 heures vraiment, qu'on est en détail sur chacun des modèles. Si c'est quelque chose qui vous chauffe, je le ferai. J'espère dans tous les cas que ça... Moi, ça m'intéresse de voir ce type de vidéo. Eh ben, je pense qu'on arrive à la fin de celle-ci. Dites-moi en commentaire donc, si elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Si vous voulez partager un petit peu mon travail avec d'autres personnes. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.